Ben bonjour. Je suis vraiment désolée de mon retard. C'est pas du tout dans mes habitudes. J'avais bien planifié mon temps, mais malheureusement, le métro n'a pas suivi. C'est une erreur de débutante. Euh, donc, je m'appelle Geneviève Dottigny, je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi conseillère de formation au Centre de simulation de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, j'ai été chaleureusement invitée à venir présenter un peu mon projet de maîtrise. Donc, voilà, je vais débuter par... OK. Donc, je vais débuter par vous partager une histoire, l'histoire d'une jeune infirmière. Donc, c'est une jeune étudiante... Je vais rester proche du micro. C'est une jeune étudiante qui a terminé son baccalauréat en sciences infirmières. Et elle est pleine d'ambition, super motivée à débuter son nouvel emploi comme infirmière clinicienne. Elle commence à travailler sur un département de chirurgie et de maternité. Et elle est très contente d'apprendre qu'elle a été cédulée tout l'été sur le quart de travail de jour, qui normalement, les postes s'acquièrent avec l'ancienneté. Donc, normalement, c'est réservé aux infirmières qui ont plus d'ancienneté, d'expérience, mais elle est très surprise et heureuse d'apprendre qu'elle va être de jour tout l'été. Elle commence son orientation sur le département. Elle trouve que son orientation est de courte durée parce qu'assez rapidement, elle se retrouve seule pour s'occuper de 6 à 8 patients. Donc, elle doit prendre en charge des patients qui ont des états de santé très complexes pour lesquels elle n'a pas nécessairement reçu la formation ou l'orientation nécessaire pour intervenir adéquatement auprès de ces patients-là. Elle demande de l'aide parfois à ses collègues plus expérimentés. Des fois, elle se fait répondre que, elles n'ont pas le temps pour lui venir en aide, elles n'ont pas le temps nécessairement pour l'aider. Parfois, elles lui viennent en aide, mais elles lui font sentir qu'elle dérange. Donc, avec le temps, elle n'ose plus demander. Elle finit par plus demander d'aide du tout, mais elle remet en question sa pratique. Donc, si elle est seule, elle ne sait pas trop comment intervenir, mais elle essaye du mieux qu'elle peut. Par chance, elle travaille parfois sur le quart de travail de soir. Et de soir, il s'avère que sur cette unité-là, les infirmières sont beaucoup plus jeunes, plus comme elle. Elles s'entraident beaucoup, elles se viennent en aide. Donc, elle est très heureuse quand elle travaille de soir. Par contre, ça n'arrive pas souvent. La jeune infirmière fait aussi souvent du temps supplémentaire non rémunéré. Elle va travailler sur ses pauses. Elle travaille sur son heure de dîner, c'est fréquent. Et elle passe beaucoup de temps entre les quarts de travail aussi pour faire ses rapports, pour bien faire les choses. Elle n'est pas rémunérée pour ça, mais bon, elle se dit que ça fait partie du travail. Souvent, elle n'a même pas le temps de s'asseoir ou d'aller aux toilettes. Aussi simple que ça. Grosso modo, la jeune infirmière ici, elle est malheureuse. Elle pleure avant d'aller travailler. Elle pleure quand elle revient de travailler, sans même pouvoir s'expliquer pourquoi. Elle n'en peut plus. Ça fait très peu de temps qu'elle travaille comme infirmière clinicienne et déjà, elle n'en peut plus. Elle décide d'en parler avec ses amis parce qu'elle se dit que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir tant aimé une formation, puis finalement, quand tu finis par faire ce pourquoi tu as étudié, tu es si malheureuse que ça. Donc, elle en parle avec ses amies, quelques-unes de ses amies, pour finalement réaliser qu'elles aussi, elles vivent la même chose qu'elle. Elles vivent les mêmes émotions, la même désillusion. Et là, ensemble, elles finissent par se dire « non, c'est pas normal ». Il y a quelques-unes de ses amies qui ont changé d'unité, qui ont changé de quart de travail, changé d'hôpital. Il y en a même quelques-unes, en fait, il y en a même une qui s'est carrément réorientée de carrière. Donc là, elle se dit « il y a quelque chose qui se passe et non, c'est pas normal ». La jeune infirmière dans l'histoire, c'est moi. Ou c'était moi plutôt il y a 6 ans. Quand j'ai commencé ma maîtrise il y a 6 ans en administration des services infirmiers, avec pour directrice Marie Alderson, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je me disais, il y a quelque chose qui se passe auprès des infirmières novices. Il faut lire là-dessus, il faut étudier là-dessus. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai décidé d'étudier sur c'est quoi qu'elles vivent durant leurs premières années d'emploi, ces infirmières novices-là. Est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce que c'est répandu?
Quelles conséquences ça peut avoir aussi sur la santé de ces infirmières-là? Donc, au cours des 2 années de ma maîtrise, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Le sujet s'est circonscrit pour finalement devenir la suicidalité chez les infirmières novices dans le but de proposer des mesures de prévention organisationnelle. Alors, en 2010, il y a 5 infirmières qui travaillaient au CHUC à Québec qui se sont suicidées, dont une infirmière de 21 ans qui débutait tout juste dans la profession. Une amie et collègue de ces infirmières-là a pris la parole sous le couvert de l'anonymat pour dénoncer les conditions de travail, dont la surcharge de travail qui, selon elle, était à l'origine avait contribué à ces suicides-là. Le syndicat de l'établissement, de son côté, a refusé d'émettre un lien entre le travail et les suicides. Par contre, il a admis que les conditions de travail pouvaient générer de la détresse psychologique chez les infirmières de cet établissement. 3 ans plus tard, il y a 2 autres infirmières qui se sont suicidées. Elles venaient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et encore une fois, même scénario, le syndicat a refusé d'émettre tout lien entre le travail et les suicides. Par contre, il a encore une fois admis, pas encore une fois parce que c'est pas le même, mais le syndicat a aussi admis que les conditions de travail étaient plutôt déplorables dans cette période-là. Depuis, il y a eu encore d'autres suicides, malheureusement. Il y en a eu 4 au CHUL à Québec en 2017. Et plus dernièrement, au printemps 2018, donc il y a tout juste 1 an, il y a une infirmière qui s'est suicidée sur son lieu de travail au CIS de Laval. Et, vous le savez sûrement comme moi, un suicide sur un lieu de travail, c'est une signature assez claire. Donc, voilà. Avant de continuer, juste clarifier certains termes qui vont quand même revenir tout au long de la présentation. Donc, suicidalité, c'est un concept que vous connaissez peut-être. C'est un concept qui regroupe plusieurs autres concepts, dont les pensées suicidaires, les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides accomplis. L'idée d'utiliser le mot suicidalité et non pas juste suicide, c'est que c'est assez comme je viens de le dire, c'est assez difficile d'émettre un lien entre le travail ou l'organisation du travail et un suicide. Par contre, peut-être qu'il y a un lien qui peut être fait entre l'organisation du travail et de la détresse psychologique qui peut mener à des pensées suicidaires. Donc, de là, l'idée d'utiliser le mot suicidalité. Pour ce qui est d'infirmière novice, je me suis surtout référée à la définition de Benner, comme quoi une infirmière, elle est novice quand elle a 3 ans ou moins d'expérience. Elle a une pratique limitée due à ce manque d'expérience-là parce qu'elle pourrait être confrontée à des situations pour lesquelles elle n'a pas développé les compétences nécessaires pour intervenir de façon opportune. Donc, les infirmières, oui, elles sont à risque de suicide. À la limite, tout le monde, à un moment, pourrait être à risque potentiellement de suicide. Donc, là, c'est de voir à quel point les infirmières novices sont à risque de suicidalité dans le cadre de ce travail-là. Entre 1984 et 1990, le suicide était parmi les 5 premières causes de décès chez les infirmières américaines, tout âge confondu. Par contre, il n'y a pas de données chez les infirmières canadiennes, québécoises ou chez les novices en particulier. Cependant, une statistique québécoise, c'est qu'il faut voir que pour chaque suicide accompli, il y aurait 200 tentatives de suicide échouées, et pour chaque tentative de suicide, il y aurait 4 personnes avec des idées suicidaires récurrentes. Donc, peut-être que le N, au final, il est plutôt petit. Par contre, c'est juste une pointe d'iceberg. La problématique, elle est bien réelle, elle est bien là. Aussi, avant de poursuivre, parce que je me le fais souvent dire quand je présente le projet, je suis bien au courant que le suicide, au final, c'est un acte multicausal. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener une personne à souffrir au point de vouloir mettre fin à ses jours. J'en suis bien consciente. Il y a des facteurs culturels, biologiques, financiers, personnels, familiaux, peu importe. Malheureusement, il fallait quand même circonscrire le projet autour de quelque chose sur lequel j'avais un minimum de pouvoir, c'est-à-dire les facteurs organisationnels pouvant accroître les risques de suicidalité. Donc, voilà. Est-ce que... Oui. Il y a aussi une recension des écrits sur la suicidalité qui avait déjà été établie et il apparaissait que plusieurs facteurs organisationnels pouvaient accroître les risques de suicidalité chez les infirmières novices, dont le stress relié au travail, aussi appelé stress occupationnel.
Donc, ce stress-là, en fait, survient quand les demandes organisationnelles dépassent les capacités de l'employé, ici de l'infirmière, à accéder à ces demandes-là. Les infirmières novices sont particulièrement sont particulièrement sensibles à ce stress organisationnel-là, et celui-ci est particulièrement intense dans les 6 premiers mois d'emploi. Donc, face à tout ça, le but du travail, c'était de proposer des mesures de prévention organisationnelle à la lumière de la recension des écrits qui aura été établie quant aux facteurs pouvant influencer le risque de suicidalité. Alors, les 3 objectifs, c'était de recenser les écrits abordant ce sujet, de les analyser et finalement de proposer la mesure de prévention. On a ciblé les gestionnaires, mais les gestionnaires, c'est avec un grand G. Donc, ça peut être toute figure de cadre à l'intérieur d'une organisation, finalement. Donc, le cadre de référence qu'on a utilisé que j'ai utilisé pour recenser, finalement m'aider dans mon travail, c'était la psychodynamique du travail de Christophe Dejour. Fort à parier que Marie vous en a déjà parlé dans la présentation précédente, donc je vais aller très rapidement aux notions de la PDT qui ont été vraiment cruciales pour ce travail. Donc, tout d'abord, l'organisation qui est source de souffrance pour les infirmières et infirmières novices. Cette souffrance-là qui comporte parmi toutes ces dimensions une dimension de peine qui peut conduire à une usure, voire à une mort prématurée. Et finalement, face à ces souffrances-là, les travailleurs déploient des stratégies pour atténuer leur perception de la souffrance vécue au travail. Donc, je n'irai pas plus loin avec la psychodynamique du travail. Donc, les mots-clés qui ont été utilisés, c'est tous des mots-clés pertinents en lien avec le sujet. Infirmière, santé mentale, suicide, suicidalité. Ils ont été utilisés tant en français qu'en anglais. La seule chose, c'est que quand on cherchait dans les bases de données ces mots-clés-là, ça faisait ressortir beaucoup d'écrits qui n'étaient pas du tout pertinents pour la recherche. Donc, en fait, la majorité des écrits parlaient beaucoup d'infirmières qui travaillent en santé mentale avec une clientèle à risque de suicide. C'était pas du tout vers ça que je voulais tendre. Alors, on a commencé à faire des combinaisons de mots-clés et finalement, les écrits qui ressortaient étaient beaucoup plus pertinents. Cependant, vu que des écrits sur ce sujet-là, il n'en pleut pas non plus, la stratégie qui a été davantage préconisée, ça reste la stratégie de snowballing, donc de repérage par boule de neige. Donc, voyons, j'ai mis plus d'animation que je pensais. Alors, les critères d'inclusion, c'était des écrits en français et en anglais. Ils devaient être disponibles électroniquement de manière intégrale et il devait y avoir un ou plusieurs mots-clés dans le titre ou dans le résumé de l'écrit. Et finalement, j'ai exclu les doublons, tous les écrits non pertinents suite à la lecture du titre ou du résumé, et finalement, tous les écrits qui parlaient de la souffrance et ou de la suicidalité chez d'autres professionnels de la santé que chez les infirmières. Donc, au final, il y a 27 études empiriques et 18 écrits théoriques qui ont été retenus. Alors, la revue intégrative des écrits, je l'ai structurée autour des 3 grands thèmes de la psychodynamique du travail. Donc, c'est l'organisation du travail, d'une part au Québec. Ensuite, les sources de souffrance pouvant être vécues par les infirmières novices. Et finalement, les stratégies de défense qui sont déployées par les infirmières. Alors, bon, je vais toutes les afficher. Alors, il y a eu, j'apprends rien à personne, j'espère, quand je dis qu'il y a eu d'importants changements dans la structure du système de santé dans les dernières années. C'est rendu que ça fait partie intégrante de notre système de santé. Ces changements-là, en fait, résultent souvent de compressions budgétaires importantes, d'une augmentation des besoins de la population en termes de soins. Et ces changements-là ont un impact non négligeable sur le personnel, les professionnels, les travailleurs. Donc, parmi ces pas conséquences, mais parmi les impacts que ça peut avoir, on note une augmentation de la charge de travail et une diminution du temps pour effectuer les tâches. Donc,
on travaille pendant 8 heures, moins 1 heure de dîner, ça veut dire qu'on a 7 heures pour effectuer notre travail. Donc, les soins dans notre assiette, ça a beau s'ajouter, il y a quand même juste 7 heures pour effectuer tout ce qu'il y a à faire. Malheureusement, ce n'est pas non plus une profession dans laquelle on peut pousser au lendemain. Moi, en ce moment, je travaille à un bureau, donc si jamais je n'ai pas le temps de finir quelque chose, je me dis demain, je vais le faire. Comme infirmière, tu ne peux pas nécessairement faire ça. Si ton patient a besoin d'un soin de plaie en ce moment, tu ne peux pas le repousser. Puis finalement, dans 4 jours, il n'a toujours pas eu son soin de plaie. Il faut le faire là. Il faut trouver le moyen que ça rentre dans ton temps là. Un autre impact aussi, c'est une diminution du soutien social au travail des infirmières parce que la stabilité des équipes de travail, elle est affectée. Et dans le fond, tous ces impacts-là peuvent générer de la détresse psychologique, une insécurité d'emploi, une augmentation des congés de maladie. Ça peut aussi augmenter le stress et diminuer la productivité au travail. En bref, tous les changements, tous les impacts des changements, des restructurations dans le système de santé peuvent exacerber les sources de souffrance qui peuvent être déjà présentes dans l'environnement de travail. Donc, un environnement de travail peut être difficile pour plusieurs raisons. Par exemple, il y a des conflits au sein de l'équipe. Bien, si en plus on ajoute à ça une restructuration du système de santé, ça ne va pas aller en s'améliorant ces conflits-là, par exemple. Donc, en deuxième partie, c'est de voir en fait quelles sont les sources de souffrance qui peuvent être ressenties par les infirmières novices. Donc, la souffrance est définie comme étant un état de lutte que vivent les travailleurs pour ne pas tomber malades. Alors, je souffre dans le but de ne pas tomber malade, ce qui est quand même assez particulier, mais c'est ça. Les souffrances qui sont vécues au travail sont souvent banalisées ou minimisées par les infirmières elles-mêmes ou par leurs supérieurs ou par leurs collègues. Donc, combien de fois, moi, j'allais dire combien de fois j'ai jamais pris de pause. Mais en fait, la réalité, c'est que j'en ai jamais pris. J'en ai jamais pris dans ma courte carrière d'infirmière, j'ai jamais pris de pause. C'est pas grave. Il y a plein de gens qui n'en prennent pas. Encore aujourd'hui, j'en prends quasiment pas. Je le banalise, je le minimise, j'y ai droit pourtant. Est-ce que c'est normal d'en être rendu à se dire « c'est pas grave », on se questionne, on peut en jaser. Personne ne va mourir parce qu'il ne prend pas de pause nécessairement. Mais la réalité, c'est que c'est rendu une toute petite source de souffrance qui est banalisée. Comment peuvent se traduire ces souffrances-là? Bien, par des émotions intenses ou même des comportements négatifs. Mais là, quels sont les facteurs organisationnels qui peuvent être source de souffrance? Alors, les voici. Ouais. Il y a la charge de travail élevée. Donc, je l'ai dit tantôt, la charge de travail, elle est de plus en plus élevée, couplée à une contrainte de temps pour effectuer l'ensemble des tâches demandées. Ça a des répercussions sur les soins délivrés aux patients ou sur la qualité, la perception de la qualité des soins qui sont administrés aux patients. Donc, si j'ai moins de temps pour aller faire mon soin de plaie, ben, je vais peut-être le garrocher un peu plus. Donc, peut-être que mes soins vont être de moins bonne qualité. Et en fait, c'est pas comme ça que j'ai perçu mon rôle en tant qu'infirmière. Quand moi, j'ai eu ma formation puis qu'on m'a appris c'était quoi une infirmière, bien, c'est quelqu'un qui s'occupe à la base du corps, de l'âme et de l'esprit du patient. On s'occupe du patient, de la personne avec un grand P. On prend tout en considération. Moi, dans mon monde idéal, j'irais m'asseoir avec mon patient pour voir comment il conçoit ses soins, comment il conçoit son retour à domicile. Mais s'asseoir avec un patient, il faut avoir le temps. Puis malheureusement, c'est ce qui manque. Aussi, deuxième source de souffrance, je pense assez rapidement, je ne sais pas si je dois être plus rapide ou moins rapide, mais en tout cas, je vais comme ça. Il y a l'ambiguïté dans l'ambiguïté dans la définition du rôle de l'infirmière novice. Donc, oui, les soins physiques paraissent être prioritaires au regard des autres types de soins, donc soins psychiques, psychologiques, émotionnels. Et ce n'est pas nécessairement la façon dont les infirmières novices conçoivent ce qu'est le soin. Je viens de le dire, on arrive dans la profession avec plein d'ambitions de changer le monde. Finalement, on se rend compte qu'on a 5 minutes pour aller au chevet puis faire notre pansement.
Donc, on se dépêche et c'est ça qui crée une certaine désillusion par rapport à leur rôle qu'elles s'étaient imaginées d'être infirmières. Aussi, la charge bureaucratique, elle a beaucoup augmenté. Donc, il y a beaucoup plus de travail clérical que ce qu'il pouvait y avoir avant. Je ne dis pas qu'il y a des papiers à remplir inutiles. En fait, il y a plus de papiers à remplir, certes. Ils ont toute leur importance. Je pense que les infirmières n'y voient pas nécessairement la signifiance. Donc, peut-être qu'il est là aussi le problème. Mais tout ce travail clérical-là fait en sorte qu'elles ont moins de temps à passer au chevet de leurs patients. Et c'est... bon, c'est ça en tout cas. Ça peut entraîner de l'épuisement. Ça peut entraîner de la fatigue, ça peut entraîner, bon, cette fameuse désillusion-là dont je vous parlais. Et c'est souvent une des premières expériences stressantes qui peuvent être vécues par l'infirmière novice. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce stress-là peut être une source de motivation pour certaines, alors que ça peut être source de stress intense et de découragement et de démotivation pour d'autres. Alors, il y a aussi un facteur très personnel là-dedans, à voir comment tu réagis face à ce stress-là. On observe aussi un manque de soutien de la part de l'organisation, de la part des supérieurs, des collègues. Donc, ce manque de soutien-là ralentit beaucoup l'intégration au travail des infirmières novices. Il existe des programmes d'orientation dans, je crois, pas mal tous les établissements de santé. Ces programmes d'orientation-là varient de quelques jours à quelques semaines à quelques mois, tout dépendant le type de programme. Ces programmes-là servent beaucoup à faire l'accueil des infirmières novices, à favoriser le transfert des connaissances, le transfert des compétences, le développement des compétences. Par contre, ce qui est relaté dans les écrits, c'est que souvent, ce programme d'orientation-là est beaucoup trop court. Malgré tout ce qui est mis en place pour aider l'infirmière novice, elle termine le programme et elle trouve qu'il en manque encore pour pouvoir intervenir de façon opportune auprès des patients. On observe aussi des tensions au travail. En fait, de plus en plus, on lit sur la violence horizontale, mais les tensions au travail, ça peut être de l'intimidation vécue au travail, ça peut être un manque de reconnaissance qui se traduit, en fait, finalement, par de limite de l'intimidation. Et les infirmières novices sont particulièrement vulnérables à ces tensions-là, à ces conflits vécus au travail-là, parce qu'elles se remettent beaucoup en question, finalement. Donc, les infirmières novices, elles sentent qu'elles doivent faire leurs preuves vis-à-vis des infirmières plus expérimentées, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de leurs supérieurs même. Et c'est beaucoup de pression qu'elles peuvent vivre à ce moment-là. Et en fait, elle est au cœur de tensions pouvant être vécues finalement. Et ça affecte leur santé physique et mentale. Et finalement, les conditions de travail, oui, elles peuvent être pathogènes. Les infirmières novices, de par leur manque d'expérience, peuvent avoir de la difficulté à travailler avec la complexité des soins. Elles observent un écart entre les efforts investis et, dans le fond, la reconnaissance qu'elles reçoivent. Donc, j'ai beau m'investir de plus en plus, je ne reçois pas plus de tape dans le dos nécessairement. Les infirmières novices sont aussi à la recherche de leaders ou de modèles, puis il y en a certaines qui disent qu'elles n'en trouvent pas. Même s'il peut en avoir un, elles n'ont pas l'impression d'en avoir un face à elles. Et c'est ça, j'allais en mettre plus, mais finalement, c'est ça. Alors, en troisième lieu, c'est de recenser les stratégies de défense qui peuvent être déployées par les infirmières novices. Il y a des stratégies de défense individuelles et collectives. Parmi les stratégies de défense individuelles, en fait, c'est des stratégies qui sont déployées, bon, vous le savez, par un seul individu qui fait face à une source de souffrance, même si cette souffrance-là peut être partagée par un collectif de travail, c'est une stratégie déployée par une personne. Dans les écrits, il n'y a pas de stratégie déployée spécifiquement par les infirmières novices.
On parle beaucoup de stratégies de défense déployées par les infirmières en général, mais pas chez les novices. Alors, ici, dans le travail, ça a été de recenser les stratégies de défense puis de voir dans quelle mesure elles peuvent être transférables pour les novices en particulier. Alors, entre autres, on trouve l'individualisme, le retrait, le déni de la situation source de souffrance. Donc, en fait, le retrait, je me retire de la situation source de souffrance. Il y a un conflit sur le corps de travail de jour, ben, je vais aller travailler de soir. Je me retire de ça. Ou la banalisation de la souffrance vécue, l'exemple des pauses tantôt. Il y a aussi une diminution du temps de travail, donc des infirmières qui étaient à temps plein, qui demandent à travailler à temps partiel. Ça peut être ça. Ça peut être les changements d'emploi, carrément. Il est à noter que quand la personne est rendue à changer d'emploi, c'est qu'il y a eu un échec de d'autres stratégies de défense déployées auparavant. Donc, on a tenté de déployer des stratégies, ça n'a pas marché. En dernier recours, on va changer d'emploi. Et au final, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Donc, j'ai bien voulu, j'ai essayé de trouver plein de stratégies, moi, quand je travaillais, mais au final, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il faut dire j'ai commencé ma maîtrise, puis j'ai eu d'autres opportunités aussi, mais au final, j'ai fini par quitter mon emploi. Et aussi, il y a des stratégies d'adaptation qui peuvent être déployées par les infirmières novices. Ça, il y en a qui sont recensées. Donc, entre autres, il y a la recherche de soutien social au travail des infirmières, une planification plus performante du travail. Donc, d'arriver, par exemple, plus tôt le matin pour préparer son plan de travail. Je sais que je vais avoir tel patient, je vais avoir telle chose à faire avec tel autre patient, je vais avoir telle autre chose à faire. J'essaie de planifier mon travail, l'organiser. Je me couche le soir, puis je me dis, OK, demain matin, il va falloir que je fasse ci, ça, par exemple. C'est une stratégie d'adaptation. Par contre, il est à noter que les stratégies d'adaptation sont peu, voire pas efficaces à long terme parce que vaut mieux tenter de modifier la source de stress que de tenter de s'adapter à cette source de stress-là, finalement. Les stratégies de défense collective, elles sont déployées par un collectif de travailleurs qui est aux prises avec certaines sources de souffrance. Encore une fois, il n'y a pas de stratégies collectives qui sont recensées spécifiquement pour les novices. Alors, encore une fois, j'ai dû faire l'exercice de voir qu'est-ce qui peut être transposable pour les infirmières novices. Alors, il y a des moments de discussion dans l'équipe. Il y a l'utilisation de l'humour, du rire. Donc, on en parle ensemble, on en rit un bon coup, puis après, on retourne travailler. Il y a aussi la dédramatisation des souffrances vécues au travail, la normalisation aussi des sentiments qui peuvent être ressentis, finalement. Donc, suite à ça, l'idée, c'était de proposer des mesures de prévention. Alors, ma proposition, c'est un programme de prévention organisationnelle de la suicidalité chez les infirmières novices. Ça se fait en 2 temps. Donc, d'une part, c'est le déploiement d'une culture de vigilance, une culture organisationnelle de prévention. Et, en deuxième partie, c'est d'agir sur les situations sources de souffrance. Donc, tout d'abord, la culture, ça a l'air très gros, mais finalement, c'est quand même... c'est pas si simple non plus. Mais le fait de créer une culture envoie le message à la personne en difficulté que quelqu'un est là pour l'aider. Donc, c'est sûr que ça sonne un peu comme demander à un très gros paquebot de faire un 180 degrés. Ça peut être très long, très laborieux, très coûteux. C'est la même chose ici. Par contre, un coup que c'est bien instauré, en fait, c'est qu'on peut sauver des vies avec ça. Donc, ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, c'est de sensibiliser son équipe, sensibiliser un peu tout le monde au fait que le suicide n'est pas un sujet tabou, sensibiliser aussi, juste le fait d'en parler, en fait. L'oreille va être habituée au mot suicide, que normalement, d'habitude, quand quelqu'un en parle, on est un peu, mais pourquoi qu'elle en parle? Y a-t-il quelqu'un à risque autour de la table? Là, juste d'en faire, ça fait partie d'eux, finalement. C'est aussi d'informer ses équipes sur comment intervenir
efficacement c'est quoi les signes verbaux, les signes précurseurs qu'une personne en crise peut émettre. Donc, c'est bien beau que la gestionnaire nous parle du suicide dans nos réunions, mais ça mange quoi en hiver? C'est comment une personne qui a de la difficulté, ça va se traduire face à moi? Il faut m'informer et il faut aussi me former. Donc, comment intervenir? Parce que c'est bien beau que tu viennes me voir et tu me dis hey, « j'ai vraiment besoin d'aide ». Si je ne sais pas comment te répondre, on n'est pas plus avancé non plus. Donc, finalement, c'est en faisant ces 3 étapes-là, mais aussi, pas juste de le dire, mais de le faire, de le vivre. Donc, c'est pas juste dire moi, sur mon unité, moi comme gestionnaire, par exemple, sur mon unité, ben oui, j'ai une belle culture de prévention sur le suicide. J'en parle une fois par année, puis je le démontre pas de par mes actions. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est de le démontrer par ses actions, par ses gestes. Et finalement, c'était d'agir aussi sur les facteurs organisationnels sources de souffrance. Et là l'idée, c'est vraiment juste d'être créatif, d'abord cibler c'est quoi les sources de souffrance sur ton unité de soins. Idéalement, c'est d'aller les cibler avec l'aide de ton équipe, pas juste toi en haut décider qu'ils vivent des conflits. Non, on va aller prendre leur pouls, leur demander c'est quoi les sources de souffrance qu'elles vivent, ou qu'ils vivent, excusez, là, je mets tout au féminin, là, mais aussi des infirmiers. Donc, c'est d'aller chercher c'est quoi les sources de souffrance. Ensuite, c'est d'agir dessus, mais essayer de trouver des solutions un peu créatives. Par exemple, il manque de soutien. Bien, est-ce que c'est d'offrir des groupes de travail? Est-ce que c'est d'offrir des groupes de discussion? Est-ce que c'est de se présenter quand il y a un changement de corps de travail? Des fois, la gestionnaire, on ne sait pas elle est où dans l'établissement. Est-ce que c'est juste d'être présente pendant ces 5-10 minutes-là de transition? Des fois, ça peut faire la job aussi. S'il y a des conflits, bien, comment on peut les résoudre? Donc, c'est aussi d'aller trouver les solutions de l'équipe. Bref, c'est d'impliquer l'équipe là-dedans pour qu'elle se sente impliquée et qu'elle y voit plus aussi la signifiance de toutes les mesures qui vont être développées finalement. Bon, en conclusion, c'était de voir comment favoriser l'implantation de ce programme-là dans les milieux. Alors, c'est sûr qu'il faut considérer le système de santé, considérer les restructurations et les transformations qui ont eu lieu, aller chercher l'appui des DSI, l'appui des conseillères de formation, des conseillères cliniques, conseillères cadres, bref, un peu l'appui d'un peu tout le monde finalement, que tout le monde y voit la pertinence et la signifiance aussi. Ça marche? Okay. De faire des suivis à répétition aussi pour assurer la pérennité. Donc, c'est pas juste aujourd'hui, à un moment X, on va parler du suicide, mais c'est de transpirer cette culture-là, pas juste le dire une fois, puis c'est tout. Et finalement, c'est de repérer les contraintes. Et là, très humblement, je suis très consciente que les gestionnaires, ils ont un drôle de rôle aussi. Elles sont, elles aussi, prises en entre l'arbre et l'écorce, là, prises en sandwich. Elles ont leurs propres contraintes à elles aussi. Donc, l'idée, c'est pas de leur imposer quelque chose de nouveau, mais c'est de transformer quelque chose qui est déjà là. Donc, même si je sais que ça peut être très laborieux pour certaines. Puis, en fait, l'idée, c'est pas de leur incomber sur leurs épaules tout le poids du monde non plus, là. Je pense que tout le monde dans une organisation a un rôle à jouer par rapport à ça, pas juste la gestionnaire, les collègues aussi, on l'a dit, les collègues, des fois, il y a source de conflit, d'intimidation avec les collègues. Donc, tout le monde a son rôle à jouer, pas juste les gestionnaires. Par contre, il fallait bien cibler une clientèle dans le cadre du projet, donc c'est un peu ça qui a été fait. Mais c'est ça, bref. Je crois avoir fait le tour, et là, j'ai aucune idée du temps qu'il est, donc... OK, bon. Fait que voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.